Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On poursuit sur notre quête de comprendre ce mouvement FIRE, dont je rappelle qui a fait l'objet d'un vaste dossier dans le Journal de Montréal ce week-end. Ma chronique et celle de Richard Martineau ce matin étaient, exprimer un certain doute sur la pertinence de ce mouvement. En bref, là, je rappelle, l'objectif, c'est d'accumuler le plus rapidement possible dans ces jeunes années une somme quelconque, là, souvent on dit 1 million de dollars, qui correspondrait à 25 fois ce qu'on a besoin, ces dépenses annuelles, puis d'appliquer ensuite ce qu'on appelle la règle du 4%. Donc, à chaque année, on utilise 4% de cet avoir pour vivre, puis ça nous permet de vivre plusieurs décennies. Ça a été popularisé dans les années 90 par un planificateur financier, le William Bengen. Et donc, je voulais en parler avec un de ces FIRistes, peut-on dire, Jean-Sébastien Pilote, qui est un jeune retraité et en plus auteur là, d'un livre à succès sur le sujet. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, Francis. Ravi de t'avoir avec nous à l'émission. Donc déjà, tu te présentes comme un jeune retraité. Ça m'intrigue. On a plus ou moins le même âge, toi et moi. Tu dis dans l'article, tu as été interviewé par le Journal de Montréal, tu dis dans l'article quand même, tu es un gars occupé, tu as écrit un livre, tu montes une application, tu es sur un conseil d'administration. Pourquoi est-ce que le terme retraité est à ce point important, disons, dans ton identité, Jean-Sébastien? Mais pour moi, c'est important de faire la coupure entre le monde corporatif que j'ai quitté, puis la nouvelle vie que je me suis créée en faisant du bénévolat, en faisant ce que j'aime, en étant toujours très impliqué dans différents projets, mais en le faisant sans avoir d'impératif financier, juste par passion puis par plaisir. Mais donc, tu dis faire ce que tu aimes, mais puis tu sais, encore une fois, j'ai passé la journée à modérer des commentaires là, sur l'article. Donc, je peux te présenter toutes sortes de versions, mais tu dis pour faire ce que tu aimes, mais certains disent pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que tu aimais au travail plutôt que d'attendre après de faire ce que tu aimais aujourd'hui que tu as effectivement l'indépendance financière que tu as atteint? C'est une bonne question. J'ai toujours fait ce qui me passionnait. J'ai eu une carrière en marketing, ce qui était ma passion à l'époque. Par contre, plus on gravit les échelons, plus on est un peu peinturé dans le coin, dans le sens qu'on ne peut pas faire d'autres domaines. On ne peut pas faire vraiment d'autres choses que le domaine dans lequel on est spécialisé. Alors moi, j'avais le goût d'essayer différentes choses, entre autres d'écrire un livre, donner des conférences, de faire du bénévolat avec les jeunes entrepreneurs à Montréal, de voyager partout dans le monde, d'assister à des matchs de foot, la Coupe du Monde, l'Euro, des grands matchs internationaux, de faire du dessin, de m'occuper de ma belle-sœur qui est autiste. Alors, toutes des choses que je n'avais pas le temps de faire parce que, premièrement, je n'avais pas l'énergie. On vit dans un monde de 9 à 5 dans lequel toute notre énergie est brûlée pendant la journée. À la maison pour regarder des séries Netflix à la télé. Alors, pour moi, c'est pas ça vivre. J'avais le goût de goûter à d'autres choses que ça. Oui, mais autant j'ai été caricatural à l'égard des adeptes du mouvement FIRE, autant j'ai l'impression que tu es caricatural des gens qui travaillent. Tu sais, je ne fais pas du 9 à 5 et je passe pas le reste de mon temps à regarder des séries Netflix. Et je ne suis pas un adepte de ce mouvement-là pour autant, tu sais. Mais on est dans la caricature. Vous l'avez fait, vous avez sorti tous les préjugés, tous les clichés de parasites, individualistes, sociopathes, même dans ton article. Moi, ça me fait rigoler parce que c'est absolument basé sur rien. Même, je questionne même ta compréhension du mouvement FIRE parce que déjà, il y a une grosse erreur dans le titre. Je lis l'article, puis après ça, je vois 2-3 autres erreurs au niveau mathématique. Alors, je pense que les gens ont le réflexe de nier, premièrement, que ce soit possible, puis ils pensent qu'on est des gosses de riches. Moi, je suis jamais allé à l'école privée. J'ai travaillé pour atteindre ce que j'ai présentement, puis j'en suis très fier. Alors, pour moi, c'est vraiment insultant d'avoir d'être catégorisé comme ça dans le journal ce matin. Je trouve que c'est vraiment premier niveau. OK, mais donc parlons-en justement là, de ces, entre guillemets, accusations. Puis je te rassure, l'idée, c'était pas de te viser spécifiquement, Jean-Sébastien, mais il y a beaucoup des tenants de ce mouvement-là, FIRE, puis dans les racines, là, dans les années 90, qui sont ouvertement contre la société de consommation, puis même certains diront contre une forme d'anticapitalisme. Puis pourtant, la prémisse même de FIRE, c'est de mettre de l'argent en bourse, puis de vivre des rendements de revenus passifs. Mais la bourse marche parce qu'il y a la société de consommation,
parce qu'il y a le capitalisme. Donc, ultimement, si tout le monde était FIRE, il n'y aurait plus de possibilité de FIRE. Là. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une contradiction dans les termes macroéconomiques. Comment est-ce que toi, tu résous ça, toi qui es quand même au devant là, de ce mouvement-là? Ben, premièrement, je suis pas absolument pas anticapitaliste. Je trouve que c'est le seul système économique qui est viable à long terme. Puis je me suis jamais prononcé contre le capitalisme non plus. Pour reprendre l'illustration qu'a fait M. Major plus tôt, on a des gens qui sont anorexiques, donc qui dépensent à peu près rien. Des gens qui sont boulimiques, qui dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors, je pense que peut-être 99% de la population est dans le deuxième cas. Les gens sont boulimiques, sont endettés à 185% de leur revenu de leur ménage. Ils ont 25 000 de dette de consommation. Je veux dire, on est loin d'être des anorexiques. Là. Je pense qu'on a un très gros problème social. Puis même les enjeux environnementaux découlent de ça aussi. Alors, je pense que d'avoir peur que les gens soient trop économes, c'est absolument pas justifié présentement. Non, mais donc, es-tu d'accord que si tout le monde arrêtait de dépenser, les rendements boursiers seraient anéantis et donc toute la prémisse du rendement puis la prémisse de la règle du 4% n'aurait plus aucun bon sens? Là, je veux dire, tout ça repose sur une croissance perpétuée par ceux qui consomment. Là, non? Fait que, je veux dire, comme je dis, il ne pourrait pas y avoir de FIRE si tout le monde était FIRE. Donc, ça va toujours être l'apanage d'une petite catégorie de personnes qui bénéficient à quelque part du consommérisme des autres, non? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. On vit dans un jeu Monopoly. Moi, je compare souvent les finances personnelles à un jeu de Monopoly. OK, j'aime ça. Il y a les gens qui comprennent les règles puis savent en tirer parti. Puis il y a d'autres qui sont victimes. Alors moi, je choisis d'investir en bourse. Puis il y a des gens qui choisissent de surconsommer, d'acheter un VUS à 64 000 un iPhone à chaque année. Donc c'est eux qui me donnent le rendement avec lequel je vis. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis si on arrivait à un point où les gens deviendraient un peu plus frugaux, mais je serais très heureux de m'adapter puis de changer mon mode de vie en investissant autrement. Maintenant, Fabien, justement, je pense que tu as peut-être entendu la fin de notre rencontre avec lui. J'ai la chance de lui parler tous les jours. Il nous racontait cette histoire de quelqu'un qui avait possiblement suivi là, ou pas, je ne connais pas tous les détails, mais les préceptes, ou du moins qui avait vendu une entreprise très jeune, dans la quarantaine, et qui, par après, s'était retrouvé un peu exclu peut-être là, de certains cercles. Je veux dire, moi-même, puis je ne sais pas justement ta situation, mais moi-même, tous mes amis travail, quand on prend un drink, on parle de situation au travail. Je veux dire, il y a quand même une notion de socialisation humaine, là, contemporaine. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que prendre sa retraite trop tôt, c'est pas s'exclure de certains réseaux, de certains endroits, de certaines manières de vivre? Oui, on est des animaux sociaux, alors on a besoin de socialiser, on a besoin d'interagir. Puis je pense que la plus grande richesse, c'est justement les relations humaines qu'on a avant l'argent, avant tout le reste. Alors moi, j'ai trouvé le moyen de développer ça autrement. Maintenant, j'ai un blog que j'alimente, je rencontre des lecteurs, j'ai rencontré tout un cercle d'amis qui vivent comme moi aussi. On est à peu près 15-20 à vivre avec les mêmes principes de vie. Alors, il y a toujours moyen de s'adapter, puis c'est pas vrai qu'on dépend du milieu du travail pour socialiser. Donc, il y a des groupes de gens comme toi, là, comme vous, là, qui justement êtes des jeunes retraités, puis c'est un réseau alternatif, tu dis, là, au réseau qu'on peut fabriquer dans le domaine du travail. Il y a un réseau alternatif, mais en plus de ça, il y a énormément de gens qui travaillent à temps partiel, qui ont des horaires atypiques. Alors, c'est pas vrai qu'il y a personne dans les rues de 9 à 5. Au contraire, moi, je peux en témoigner. Depuis que j'ai pris ma retraite il y a 7 ans, il y a du monde partout, tout le temps, dans les épiceries. Alors, le monde du travail a changé. Oui. Puis, il y a toujours moyen de s'adapter. Mais... Dernière petite question, évidemment, certains, encore une fois, là, je te dis, j'ai des centaines de commentaires, puis pour et contre, là, je ne fais pas le procès, je ne rends pas le verdict, mais certains faisaient valoir que d'avoir des enfants, ça coûte cher. Là. J'en parlais plutôt cet été à l'émission, là, selon certaines estimations, avoir un enfant jusqu'à l'âge adulte, ça coûterait 200 000 $. Imaginons en avoir 2 ou 3. Est-ce que tu vois des gens dans le mouvement qui sont des adeptes du mouvement FIRE et qui sont capables, malgré tout, d'élever une famille, ou est-ce qu'il y a comme une opposition dans les termes?
C'est sûr que c'est plus difficile, mais je connais plusieurs, dont mon ami Vincent Morin du blog Retraite 101, que lui a 2 enfants, puis a arrêté de travailler à 35 ans. Puis ils m'ont tous dit que le Québec, c'est un paradis fiscal pour les familles, avec les allocations familiales, l'éducation qui est subventionnée, les garderies subventionnées, les crédits d'impôt, les régimes d'épargne-études. Alors, quelqu'un qui sait bien planifier son argent puis qui prend bien ses finances en main peut, quand son enfant est en bas âge, accumuler un bon montant, puis après ça, l'investir, entre autres, dans le REE. Mon ami Vincent qui va avoir 150 000 $ pour chacun de ses enfants quand ils seront majeurs. Alors, on a la chance de vivre au Québec dans un endroit où on a des outils exceptionnels d'épargne. Il faut en prendre avantage au lieu de consommer sans réfléchir. Je ris parce que on a notre journaliste à la recherche en studio, Alice, qui a fait le saut quand tu as dit le montant. Jean-Sébastien Pilote, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère, là, je te rassure, l'idée, c'était pas de te viser. Je rappelle que tu es jeune retraité, mais peut-être plus intéressant encore, la retraite à 40 ans, donc le livre que tu as écrit, Comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière. Je pense qu'on va y retrouver tout ce qu'il faut comprendre pour mieux saisir là, ce mouvement FIRE, puis peut-être en retirer quelques leçons dans nos vies personnelles. Merci d'avoir été à l'émission. Merci de m'avoir donné une tribune pour répondre. Au plaisir. Ça fait plaisir. Salut.